Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Merci à tous les organisateurs du rendez-vous Carnot. Donc, je suis Isadora Fujinami-Tanimoto et je vais vous présenter comment est-ce que la plateforme de microfabrication en microfluidique de l'Institut Pierre de Gênes peut vous accompagner dans les projets de la conception jusqu'à la pré-industrialisation. Donc, juste une petite définition et prétention de la plateforme, qu'est-ce qu'on est. Donc, on est un lieu d'innovation en microfluidique où on peut vous aider dans la conception, dans la fabrication et dans l'application de vos savoir-faire aussi à l'aide des équipements de pointe. Aussi, on est un lieu ouvert et collaboratif avec les accueils des équipes de recherche, des industriels aussi, et aussi de tous les startups. On vous accompagne pour tout ce qui est en niveau de fabrication et mettre au point niveau d'autonomie sur les équipements aussi. Donc, c'est que ça rentre dans un lieu de formation. Donc, on fait partie des formations des CNRS entreprises et on peut aussi participer pour toutes les équipes qui veulent faire des formations un peu ad hoc. Donc, tout ce qui est innovation en microfluidique et aussi des stages accompagnés pour les écoles. Donc, on est un lieu d'excellence technologique. On essaie de mettre à point tous les parcs technologiques à l'aide et selon les équipes de recherche qui viennent chez nous. Donc, c'est quoi l'écosystème? C'est quoi les utilisateurs qui viennent utiliser notre plateforme? Bien sûr, il y a tous les utilisateurs académiques internes de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, mais aussi on a un accès aussi aux industriels via l'Institut Carnot IPG Microfluidique. Et on est aussi dans les bâtiments un incubateur de l'SPCI de biotechnologie qui s'appelle PCUP, mais on est aussi ouvert à tout ce qui est académique externe et industriel. Dans les thématiques de recherche qu'on voit souvent, ça peut rentrer dans la cosmétique, énergie, pharma, diagnostic médical, chimie de synthèse, organes supus, tout ce qui est thérapie un peu appliquée. Et aussi, on fait aussi des environnements et analyses. Mais on ne peut pas travailler seul, donc on est rentré dans des réseaux, surtout le CNRS, donc on est une unité d'appui des recherches UAR 3750, mais aussi on fait partie des réseaux d'ingénieurs transfert pour tout ce qui est partenariat et valorisation académique et industrielle. Aussi, on est labellisé IBISA, donc c'est l'équivalent des ISO 9001 pour tout ce qui est plateforme en biologie, santé et agronomie. Et on fait partie également du groupement des plateformes de micro et nanotechnologie de Paris, qui c'est les Renatech Plus. Niveau européen, on fait partie du consortium MFFMET, qui c'est un consortium pour régulation, tout ce qui est relié à métrologie et standardisation dans l'utilisation des puces microfluidiques. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a en microfluidique, c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'académiques, donc tout ce qui est fait dans la labo n'est pas industrialisé. Donc, si on commence à penser à monter en échelle, il faut que ça soit bien standardisé pour tout ce qui est développement industriel. Mais du coup, c'est quoi cette microfluidique? Donc, on est dans les contrôles des flux à l'échelle micrométrique, où les forces en viscosité vont être beaucoup plus fortes que les forces en inertie et gravité. C'est pour ça qu'on a des écoulements laminaires. Donc, tout ce qui est mélange, ça va se faire à travers des diffusions. OK, c'est lent dans le temps, mais on arrive à bien contrôler. On a quelques exemples pratiques de ce qu'on peut faire. Donc, c'est du triage, par exemple. Donc, avec un faisceau laser, on arrive à détecter les particules qu'on souhaite. Et avec des électrodes, on arrive à les pousser droite à gauche dans des canaux. Donc, tout ce qui fait des tris, d'analyse, l'électrode. Aussi, on peut contrôler avec les flux, avec des vannes pneumatiques. Donc, on contrôle où est-ce qu'on souhaite faire les flux y aller, et aussi pour faire des gradients. Donc, tout ce qui est synthèse des nouvelles molécules gradients, on peut les faire. D'autres exemples, c'est des fabrications de gouttes. Donc, tout ce qui est encapsulation, et aussi fabrication de micro-réacteurs, parce que du coup, on arrive à bien contrôler les volumes et les actifs qu'on met dans ces gouttes-là. Un exemple de ça, ça pourrait y être pour tout ce qui est d'extraction liquide-liquide. On voit les changements passer de ce qui est à l'intérieur de la goutte à l'extérieur. Donc, on peut jouer avec les affinitions pour les solvants, les polarités des molécules et tout ça.
Donc c'est très très utilisé dans tout ce qui est chimique et synthèse des nouvelles molécules. Donc qu'est-ce qu'on souhaite de ces dispositifs microfluidiques? On souhaite une bonne biocompatibilité pour tout ce qui est biologique, une transparence optique pour tout ce qui est analyse optique et vérification, et aussi certaines propriétés mécaniques. Donc, dans la plateforme, on travaille avec 3 types de matériels différents. Donc, on commence avec du PDMS, c'est un polymère assez élastique, donc il est perméable au gaz. Pour le collage de ces puces fermetures, c'est assez facile. Avec un plasma activation vers PDMS, on arrive à les sceller. Il présente un bon prix. Il est assez reproductible, mais par contre, tout ce qui est matériel organique, on va venir absorber sur la surface. Donc, pour tout ce qui est réutilisation, peut-être, il n'est pas si adapté. Donc, si on veut changer aussi de matériel, ça dépend du type de solvant qu'on utilise. Peut-être du thermoplastique, il est plus adapté, surtout pour la montée en échelle et tout ce qui est industrialisation. Donc, il présente une bonne résistance mécanique, une durabilité un peu plus grande que du PDMS, et on est possible de faire des productions à grande échelle. Et pour finir, tout ce qui est réutilisation, si on a besoin d'utiliser des températures beaucoup plus hautes, avec une pression plus haute aussi, on a commencé la fabrication directement des puces dans du verre qui présente une bonne stabilité chimique, résistance mécanique. On peut faire du traitement de surface, par contre, ce qui va jouer là, c'est aussi les coûts. Mais du coup, pour guider et aider tous les utilisateurs, on travaille plutôt avec ces 3 types de produits. Donc, pour des applications en chimie, biologie et physique variées, on a ça. Juste pour vous montrer, donc, qu'est-ce qu'on a à la plateforme. Donc, je ne vais pas faire une liste de toutes les machines qu'on a. C'est juste pour vous dire qu'on peut vous accompagner dès la conception. Donc, on a des salles blanches avec tout ce qui est photolithographie, des pots de couchements, donc pour la fabrication des électrodes. Après, une fois les puces sont faites, on peut vous accompagner dans ce qui concerne tout ce qui est caractérisation. Et aussi, on a des pôles pour, par exemple, on a des labos de culture cellulaire niveau 2. Et aussi des training rooms où on peut vraiment mettre les puces à l'utilisation. Donc, on n'a pas besoin de fabriquer les puces dans un côté, envoyer dans un autre labo pour l'étude et revenir dans un 3e labo, par exemple, pour tout ce qui est application. Donc, on peut les faire tout en un dans la plateforme. Bien sûr qu'on aide tous les utilisateurs, mais aussi on fait notre propre développement de technologies, niveau matériel, technologie de fabrication, et aussi tout ce qui va être intégration et automation. Donc, un premier exemple, c'est tout ce qui est passage, par exemple, du PDMS à l'utilisation du thermoplastique pour tout ce qui va être monté en échelle. On peut bien sûr faire d'usinage direct dans du thermoplastique avec des résolutions micrométriques, mais des canaux de 50-100 micromètres. Un autre exemple, c'est faire un moule, par exemple en laiton, et on vient par embossage faire du moulage de ce thermoplastique. Par contre, ces 2 techniques, c'est assez lent. Dans la première, on va prendre quelques heures pour produire une seule puce, et la deuxième, on peut faire 1 à 2 embossages par heure. Donc, la quantité de puces, ça va dépendre de la taille de nos moules, qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, pour augmenter tout ce qui est monté en échelle, pour faire tout ce qui est monté en échelle, on a commencé à travailler avec un projet qui c'est des injections plastiques, c'est porté par Elia Martin. Donc, on a identifié des plasturgistes, c'est Moha Group, et on a créé toute une procédure où on fait des moules de forme d'inserts. Comme ça, on arrive à produire au moins avec une cadence à peu près de 200 puces par heure. Donc, il y a aussi une réduction du coût de 5 à 10 fois. Donc, pour tout ce qui est petite entreprise et start-up, on arrive à les ouvrir les portes pour qu'ils commencent à faire ces injections plastiques sans avoir besoin d'un ticket d'entrée très grand. Donc, on arrive un peu à dérisquer tout ce qui est technologique. Pour les faire aussi, on a commencé à développer comment après on ferme ces puces. De façon classique, on utilise des films adhésifs ou on utilise la propre embossage. Sauf que ça dépend de la température, du coup on devrait utiliser des thermoplastiques avec des degrés de fusion différents, sinon on risque de fondre tout ce qui est canaux.
Donc, on a commencé à faire ce qui est scellage par laser. Donc, on vient focaliser tout un contourage des canaux. Donc, on arrive à faire à haute vitesse. Donc, on n'a pas besoin de faire toutes les procédures d'embossage que ça prend 2 heures. Donc, dans quelques secondes ou dizaines de secondes, on a les puces fermées et qui pourront être utilisables. Donc, pour accompagner tout ce qui est développement industriel, on a développé un consortium avec des grands industriels qui peuvent vous accompagner de tout ce qui est injection plastique, développement du moule, technique de fonctionnalisation des surfaces et aussi tout ce qui est intégration. Si on continue, du coup, les prochaines, c'est tout ce qui est développement dans du verre. Pourquoi du verre? Les effets que j'ai déjà cités avant, donc transparence, beaucoup plus de... On peut utiliser beaucoup plus de types de solvants, températures différentes, pression différentes, beaucoup plus hautes. Donc, on travaille aussi avec un laser pulsé à la femtoseconde. On applique des effets non linéaires. Ça veut dire que c'est une absorption multiphotonique. Donc, on ne va pas venir faire une abrasion. Donc, on augmente juste la sélectivité du verre par des solvants. Donc, là, par exemple, ça, c'est la puce après une exposition laser. Après, on va mettre dans un banc de car wash, donc un exemple d'une puce ouverte, et on vient fermer avec la même machine en changeant des paramètres du laser, par exemple l'énergie d'exposition, les durées du puce, et aussi la vitesse de passage du laser. Donc, juste pour vous donner un exemple. Donc, en interne, on a développé avec un labo des micro-réacteurs en verre. Donc, pourquoi ça, c'est très intéressant? Donc, c'est la chimie des plasmas. Donc, c'est pour faire la synthèse et fabrication des molécules avec haute valeur ajoutée, par exemple, dans l'industrie pharma, cosmétique, les encres. Donc, normalement, tout ce qui se faisait à plasma, on a la version batch-like reactor, qui c'est très facile à le faire. Par contre, si on voit la surface d'interaction, elle est très petite. Donc, tout ce qui est quantité, on a une surface très petite et du coup, on n'arrive pas à produire beaucoup de molécules. C'est pour ça qu'on a passé avec des réacteurs en flux. Donc, on fait une interface gaz-liquide. Donc, on augmente tout ce qui est surface et on arrive à produire avec une échelle au moins 1000 fois plus grande. Donc, pour juste vous montrer comment c'est fait, donc on a un canot qui s'est embêté dans du verre. Donc, on vient déposer des électrodes ITO pour continuer avec ce qu'on appelle transparence. Et en bas, on vient juste déposer un fil adhésif de cuivre pour fermer le circuit. On applique une tension à l'ordre de quelques 2000 volts. Et on arrive à voir tout ce qui est l'écoulement et la fabrication des plasmas pour ces réactions. Un autre exemple, c'est dans les contextes de biologie. Donc, on a essayé de faire un modèle de tumeur sur puce. Donc, on sait que tout l'environnement autour d'un tumeur, il faut bien les contrôler niveau taux d'oxygène. Donc, ce qu'il y avait encore déjà commercial, c'est des puces qui sont faites avec des thermoplastiques. Ils sont beaucoup moins perméables au gaz que les PDMS, mais par contre, ils continuent encore. Donc, on n'arrive pas à avoir une finesse de tout ce qui est contrôle de ces flux-là. Donc, juste pour expliquer, donc on a une chambre fermée et du coup, ils ont fait des tests d'hypoxia, des réductions d'oxygène. Donc, ils ont comparé avec ce qu'on avait en thermoplastique quand on arrête la réoxygénation. Et on peut voir qu'au fur et à mesure du temps, au bout de 15 minutes, on a au moins 50% plus de réoxygénation. C'est que ce n'est pas le cas dans les puces fer du verre. Donc, tout ce qui est contrôle et vraiment cette finesse qu'on peut voir, on arrive à les faire. Si on passe, du coup, juste quelques exemples qui ont été faits à la plateforme avec des puces en verre. Donc, on peut faire des piliers, des structures un peu en 3D. Si on a des niveaux un peu avec des canaux, des multicouches, on peut les faire aussi. C'est que ces alignements, on a commencé à faire des petites pointes, des drop makers un peu classiques. Et on peut aussi faire des structures directement dans du verre. Donc, on n'a pas besoin de faire ce scellage. Donc, tout ce qui est tenu en pression, ça va être encore mieux. Un troisième axe qu'on travaille, c'est tout ce qui est intégration, automatisation. Si on voit notre petite puce microfluidique, elle est posée juste là.
Donc, il y a tout l'environnement autour de cette puce pour contrôler. Donc, on a des contrôleurs de flux, on a des microscopes pour l'analyse. Il faut bouger aussi les platines. Et si on pense aujourd'hui, chacun vient avec un logiciel qui s'est donné par les fabricants. Donc, tout ce qui est facilitation n'est pas au point aujourd'hui. Donc, on a commencé un projet avec l'Art School aussi. Donc, il utilise un système qui c'est les micromanagers, qui c'est un software open source. Donc, il vient créer des librairies pour les différents types de composants qu'on a autour de la puce. Comme ça, on peut créer une interface beaucoup plus simple et d'automatisation. Là, c'est un exemple dans une équipe qui fait des captures des algues. Là, c'est juste des billes de polystyrène. Donc, c'est une chambre à double couche, donc, où on a tous ces pièges. Une deuxième, c'est une membrane. Donc, dès qu'on on gonfle la chambre, donc, toutes les particules vont passer. Donc, il a fait une sorte de très chaude. Dès qu'on a un nombre de pièges assez intéressant pour les manipulations, donc on vient gonfler comme ça, on peut vider la chambre. Et dès que c'est vide, après, automatiquement, elle va se déposer et on peut recommencer les expériences. Donc, tout ce qui est régénération d'expériences, on peut les faire. Donc, des contrôles de caméras, contrôle des filtres, des actuateurs, des fluides aussi. Et aussi tout ce qui est contrôle en XY, à savoir qu'ici, on est bien aligné, mais quand on fabrique nos puces, c'est assez manuel, donc on veut les poser de façon un peu randomique sur la plaque. Donc, il a créé aussi un logiciel de correction de ces tilts pour que ça soit un peu plus standardisé niveau analyse d'image pour après. Un autre exemple, c'est la fabrication des gouttes. Donc, on peut setter la taille des gouttes souhaitées et c'est les logiciels qui prennent en compte à changer tout ce que c'est la pression autour de ces flux pour les changements de taille des gouttes. Et dans nos stands, pour ceux qui ont pu passer, on a ramené un petit démonstrateur qui y a des contrôles des pompes piézoélectriques aussi avec les caméras et avec une illumination. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus portatile qu'on a fait. Donc on a ramené un drop maker. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec nous? Il y a la première prise de contact avec des définitions des cahiers des charges, mais aussi on a plusieurs modes d'accès. On peut travailler avec tout ce qui est prestations uniques, donc c'est nous qui fabrique les choses demandées. En autonomie, ça veut dire que les personnes et les labos ils peuvent venir utiliser toutes les machines avec toute information pour qu'ils puissent faire à leur temps. Et aussi des collaborations R&D avec des cahiers de charges bien définis. Et les tout dernières, c'est des formations personnalisées ou à travers du cadre de CNRS Formation Entreprise qu'on présente 2 fois par an. Donc, on présente tous les supports, aussi les formations nécessaires à l'utilisation de ces machines et l'accès. Donc, notre équipe actuelle est composée de 7 ingénieurs avec des différents backgrounds qui peuvent accompagner, par exemple, tout ce qui est dépôt métallique, fabrication en verre, en thermoplastique, et tout ce qui est, on va générer du genre des choses en salle grise, en salle blanche, donc on a des impressions 3D aussi pour ceux qui souhaitent faire du prototypage. Normalement, on accueille 2 stagiaires niveau master par an, et on a tout ce qui est encadration gestionnaire aussi. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je suis à l'stand de F03 avec Julien Daubignan de l'Institut Carnot. On est là jusqu'à début de l'après-midi. Merci.